le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Deuxième sortie pour cette semaine depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter cette page internationale à Jacques Mel pour le grand journal. Joannel François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Ouvrons cette page internationale au Chili. En pleine crise, l'hommage à la population victime de Pinochet. Le dimanche 11 septembre marquait le 40e anniversaire du coup d'État militaire au Chili qui établit la dictature d'Augusto Pinochet. Des centaines de personnes ont défilé dans la capitale rendant hommage aux victimes du régime instauré par ce dernier. Voici un reportage signé RT. À l'avant du cortège, ils brandissent quelques-uns des portraits des victimes du putsch du général Pinochet. Chez ces Chiliens qu'ils marchent ou se recueillent comme ici, devant le mémorial de l'ancien président Salvador Allende, qui s'est donné la mort le 11 septembre 1973, avant que les putschistes ne parviennent jusqu'à lui, l'émotion est vive. 49 ans après, la plaie peine toujours à se refermer. Nous sommes à nouveau dans la rue parce que nous voulons une société plus juste et égalitaire. C'est pourquoi cette marche est historique. Elle représente la douleur, l'absence des visages qui sont là, mais elle symbolise aussi notre force parce que nous sommes toujours debout. Je suis ici parce que je pense qu'il est très important de garder en mémoire pour l'éternité nos camarades assassinés pendant la dictature, mais aussi de continuer à demander que justice leur soit rendue. Ce dimanche, le président Gabriel Boric a annoncé le lancement d'un plan de recherche des disparus de la dictature d'Augusto Pinochet. Selon les chiffres du gouvernement, il y aurait au total 1192 Chiliens portés disparus entre 1973 et 1990. Gabriel Boric a également réagi aux violents heurts qui ont émaillé cette commémoration. À Santiago du Chili, des manifestants cagoulés ont affronté à l'aide de cocktails Molotov des policiers anti-émeutes. Nous travaillons quotidiennement et sans relâche pour la sécurité des Chiliens. Des jours comme aujourd'hui, nous gardons en mémoire que nous construisons la démocratie par le dialogue, le respect et jamais par la violence. Désireux de mettre fin à la constitution instaurée en 1980 sous Pinochet, Gabriel Boric a, le 4 septembre dernier, essuyé un revers cinglant, son projet de nouvelle constitution ayant été rejeté par 62% des Chiliens. Au pouvoir depuis mars dernier, il compte désormais mettre en place un nouveau processus constitutionnel. En octobre 2020, 80% des Chiliens avaient appelé de leur vœu à l'écriture d'un nouveau texte. Au moins 49 militaires arméniens ont été tués mardi dans des affrontements de grande ampleur, a annoncé Yerevan, dénonçant une agression de Bakou. L'Azerbaïdjan a aussi reconnu des pertes sans donner de chiffres. Les précisions de Tallinn Audience, l'envoyé spécial de France 24. La situation en Arménie, pour commencer, extrêmement préoccupante selon la dernière réaction de Moscou. De nouveaux affrontements entre Yerevan et Bakou ont encore éclaté ce matin. Le Premier ministre arménien déplore depuis la mort de 49 de ses soldats. Il dit avoir été agressé par l'Azerbaïdjan. Les deux camps se rejettent la responsabilité. Que sait-on au juste de ces derniers événements? Éclairage côté arménien de Tallinn Audience. On sort d'un discours du Premier ministre Nikol Pachinian qui, comme vous l'avez dit, déplore la mort de plus de 49 soldats du côté arménien. Premier ministre, qui appelle également le Conseil de sécurité de l'ONU à discuter immédiatement de cette situation. Et il a également appelé la Russie à lancer les processus d'aide via l'OTSC, une sorte d'OTAN du Caucase, afin d'obtenir un soutien militaire. Car pour le moment, il semblerait que l'intensité des combats continue. Les routes aux alentours de la grande ville du Syunik, qui s'appelle Goris, bien ces routes-là sont bloquées. Des médias locaux avaient pourtant annoncé un cessez-le-feu. L'Azerbaïdjan
de son côté, parle d'une réponse à la provocation à grande échelle de l'Arménie et dit mener des mesures de neutralisation locale. Mais cela faisait plusieurs jours en fait que l'Azerbaïdjan accusait l'Arménie de tirer sur des positions à la frontière, ce que l'Arménie a démenti tout du long. Et il est vrai qu'au vu de la faiblesse de l'armée arménienne maintenant, on voit mal comment elle pourrait se permettre une telle action. En tout cas, cette nuit, des combats ont fait rage et ils ont frappé des infrastructures civiles et militaires. Les habitants ont passé une nuit sous les bruits des tirs d'artillerie et les bruits de drones. C'est une attaque sans précédent sur le territoire arménien. Il y avait déjà eu des incursions de la part de l'Azerbaïdjan, mais pas d'une telle ampleur, parce que récemment, les escarmouches, elles avaient plutôt lieu dans la région disputée du Haut-Karabakh. Donc là, désormais, on se retrouve vraiment en territoire internationalement reconnu arménien. Et désormais, là, maintenant, plusieurs questions demeurent. Est-ce que les attaques vont persister? Est-ce que Bakou va continuer d'essayer d'avancer? Et aussi, pourquoi Bakou a décidé d'agir maintenant? Selon plusieurs observateurs, on se demande si cela ne serait pas lié à l'affaiblissement de l'armée russe en Ukraine, la Russie étant la seule garante de la sécurité militaire dans le Haut-Karabakh et en Arménie. Au Tchad, l'intégration des enfants réfugiés au système éducatif. 2 écoles accueillant 2600 élèves ont été construites sur un camp. Voici un reportage à signer Africa News. Avec l'afflux de réfugiés du Soudan vers l'est du Tchad, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et ses partenaires apportent un soutien vital à l'éducation des enfants réfugiés. Environ 14 000 personnes vivent sur le camp de Kouchagini-Moura au Tchad depuis qu'ils ont fui la reprise des affrontements intercommunautaires au Darfour en février 2020. Le HCR a supervisé la construction de 2 écoles accueillant 2500 élèves. Lorsque j'enseigne aux générations futures, même si je ne reçois pas de récompense financière, ma récompense vient de Dieu. Lorsque j'enseigne, je me souviens d'une grande partie de ce que j'ai appris et cela m'aide à soutenir les enseignants et les étudiants. En collaboration avec son partenaire, le service jésuite des réfugiés, le HCR a sélectionné et formé un personnel de 39 enseignants issus de la communauté des réfugiés et de la communauté haute. Je vois que certains élèves de cette école souffrent de traumatismes psychologiques et de problèmes familiaux. Pendant les cours, je peux les aider à faire face à ce qu'ils vivent. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés garantit l'accès des enfants à l'éducation en les intégrant dans le système éducatif national tchadien et en fournissant des infrastructures et du matériel. Ce qui est essentiel pour moi, c'est de poursuivre mes études supérieures, d'obtenir mon master et d'étudier encore plus pour m'équiper et me développer. Cela me rendra très heureuse. Cela me permettra d'aider les gens dans le besoin. Mais malgré ces investissements, le camp de réfugiés de Kouchagini-Moura continue de s'agrandir. Alors qu'il compte près de 4000 nouveaux arrivants depuis le début de l'année, le personnel doit toujours faire face à la taille moyenne des classes de l'école primaire, composée de 163 élèves chacune. Des classes doivent également être tenues en plein air par manque d'espace. Cette fois-ci, nous irons aux États-Unis. De nombreuses régions des États-Unis ont subi des vagues de chaleur extrêmes ces dernières semaines. Le secteur agricole en particulier a été confronté à des défis paralysants en raison des températures records, de la sécheresse et des approvisionnements en eau historiquement bas. Voici un reportage à signer CGTN News. Les ouvriers agricoles de Californie commencent leur quart de travail peu après l'aube avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. En effet, les récentes vagues de chaleur ont réduit le nombre d'heures durant lesquelles ils peuvent travailler. Quand les températures montent au-dessus de 35 degrés Celsius et c'est trop dangereux, on doit arrêter. Avec des températures dépassant largement les 35 degrés Celsius, bon nombre de ces ouvriers sont confrontés à l'insécurité professionnelle. Ça m'affecte, moi et ma famille, car si je gagne peu, je n'arrive pas à joindre les deux bouts et je suis une mère célibataire. La baisse du nombre d'heures de travail signifie une baisse de la récolte.
Le rendement global des cultures a également diminué avec la chaleur torride et la diminution des réserves d'eau. La ridification que nous vivons nous amène maintenant, la science et les données nous amènent à comprendre maintenant que nous perdrons 10% de notre approvisionnement en eau d'ici 2040. Toute proportion gardée, nous perdrons 10% supplémentaires de notre approvisionnement d'ici 2040. Et comme l'État donne la priorité à l'approvisionnement municipal en eau, son pôle agricole pourrait en ressentir les effets. On va voir un impact réel sur l'agriculture dans la vallée centrale. On va voir des agriculteurs ne pas planifier, prendre des décisions, mettre des terres en jachère. Et on va donc voir ces impacts dans toute la vallée centrale. La vallée centrale produit à elle seule plus de 250 types de cultures d'une valeur estimée à 17 milliards de dollars. Elle fournit près d'un quart de l'approvisionnement alimentaire du pays. Les conditions de sécheresse exceptionnelles que nous constatons et la difficulté de continuer à reconstituer les sources d'eau de l'aqueduc et la diversité aquifère montrent déjà des effets délétères sur la capacité de la Californie à continuer à nourrir une bonne partie du monde. C'est dramatique. Le changement climatique associé à l'insécurité alimentaire, aux pénuries d'eau et à la chaleur intense est une combinaison que personne ici ne souhaite voir ou ressentir. Que se passe-t-il dans le monde? Zoom sur la guerre en Ukraine. Le professeur Mutombe a été sur Canal 10. Pourquoi la crise en Ukraine révèle un changement de cycle, un bouleversement dans l'histoire de l'humanité? Écoutons un extrait de l'émission. Je discutais avec aux responsables sur le fait que l'art africain, c'est de l'art sacré. D'accord? Donc c'est de l'art sacré, donc ce qui veut dire que ce qui est recherché dans l'esthétique de la réalisation de l'œuvre, d'une façon générale, c'est une qualité vibratoire. Et pour obtenir cette qualité vibratoire, il y a une chose que peu de personnes sachent, c'est qu'il y a du métal, il y a des minerais stratégiques dans l'œuvre. Et ces minerais stratégiques permettent donc d'activer les énergies et de faire vibrer à haute intensité l'œuvre. Bon. Et qu'est-ce qu'on constate? Le choix des minerais correspond exactement aux minerais que vous avez dans une carte mère d'un ordinateur. Ça veut dire que l'Afrique a déjà compris que des minerais sont conducteurs d'énergie bien avant qu'on invente des cartes mères de téléphones portables ou de téléviseurs. Et la chose, c'est que le fait d'avoir regardé ça comme une simple œuvre d'art, on n'a pas vu qu'il y avait quand même une dimension scientifique avancée dans la réalisation de l'œuvre et qu'il y avait déjà une analyse de la conductibilité des métaux, au-delà du fait qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, avec ses forgerons, elle a quand même bâti ce qu'on appelle les outils de médecine. Si on parle de bistouri, si on parle de cathéter, si on parle de tout ça, c'est parce qu'il y avait des forgerons pour réaliser tous ces objets. Hein, c'est pas simplement faire couler le métal pour, je dirais, faire des tables et des chaises. Il y a aussi le fait que ce savoir-là au niveau du forgeron, qu'on retrouve beaucoup dans la tradition spirituelle africaine d'une façon générale, a servi à faire des outils très aboutis, très sophistiqués, de manière à pouvoir faire des opérations. Et beaucoup d'explorateurs ont parlé d'opérations faites avec des outils. C'est pas pour rien que l'Afrique est le berceau de tout ce qui est outils en matière de chirurgie, d'une façon générale, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le fait de regarder l'œuvre comme une simple œuvre et de ne pas voir la technicité, la technologie qu'il y a dans l'œuvre pour lui donner sa dimension sacrée, ça fait qu'on prend du retard bêtement parce qu'on est en avance sur les autres. Mais qu'est-ce qui fait que le regard n'est pas africain? Parce que la formation n'est pas africaine. C'est-à-dire, vous avez un gars qui n'a rien à voir avec l'Afrique, qui vous pond un programme scolaire et qui vous raconte des histoires de Robert Debout, que oui, les gens sont venus, ils ont fait une œuvre d'art, les Dogons et compagnie, ils ont fait une œuvre d'art qui sert à ça. Mais l'œuvre d'art elle-même, c'est une œuvre d'art sacrée. Donc ça veut dire qu'il y a une obligation de monter à un niveau d'énergie. Et ce niveau d'énergie, ça implique aussi une connaissance des qualités vibratoires et de conductibilité des métaux et des minerais stratégiques. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir expliquer et réexpliquer parce que c'est important dans la mesure où, normalement, disposant de ces métaux stratégiques, l'Afrique pourrait très bien être leader en matière de cartes mères. Parce que toutes ces cartes mères ont besoin de l'or, ont besoin de tous ces métaux pour pouvoir faire les gens font des cartes mères et non pas le métal.
Nous, on a le bétal, on n'est même pas au courant que les œuvres d'art que nous avons sont déjà des cartes mères à ce niveau-là, dans la conductibilité de l'énergie qui passe dans la statue. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'il faut... C'est un petit peu... Moi, j'ai beaucoup aimé une jeune femme. Je l'ai regardée à la télévision. Elle a été interviewée après une conférence que j'ai faite. Et elle a dit, en fait, venir à la conférence de monsieur Omotunde a été pour moi le fait de faire une mise à jour de connaissances. Et c'est là que je me suis dit, mais effectivement, elle a raison. La chose, c'est qu'on fait des mises à jour de tout. On met à jour le logiciel, on met à jour le... Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé Peltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Ah oui, il pleut sur Boston aujourd'hui, température à Boston 76 degrés Fahrenheit, 24 degrés Celsius, Jacmel 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.